Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le thème 4 d'Histoire, dynamique et rupture dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles. Chapitre 1. Tensions, mutations et crispations de la société française. Dans les campagnes, la société d'ordre est encore très présente avec des pics de rébellion dans un contexte d'affirmation royale. Dans les villes, les bouleversements économiques créent de nouvelles hiérarchies sociales. À la fin du XVIIIe, la société d'ordre paraît bloquée, la monarchie incapable de réformer et de prendre en compte les multiples revendications sociales et politiques. Quelles sont les transformations et les blocages de la société française ? La société d'Ancien Régime est une société d'ordre structurée selon un modèle tripartite hérité du Moyen Âge. Le clergé, chargé d'assurer le salut des individus, la noblesse, dont la mission est la protection des sujets, et le tiers-état, qui assure la production de richesses. Ce dernier représente à l'époque 97% de la population et le monde rural 85%. Il existe une forte disparité des conditions au sein du monde rural. La noblesse et le clergé contrôlent toujours étroitement la terre. Certaines terres sont directement exploitées ou louées à des paysans qui les travaillent et paient des fermages, des loyers. De plus, un certain nombre d'impôts et de taxes qui touchent le monde paysan leur reviennent. Au sein du monde agricole, il faut distinguer les paysans les plus riches, les laboureurs des journaliers. Le monde paysan est soumis aux aléas climatiques et aux guerres qui ravagent les terres. Régulièrement, des hivers rigoureux soumettent les populations à des famines. Une mauvaise année de récolte peut aussi faire monter le prix du grain et rendre la vie chère, ce qui provoque des émeutes de subsistance. Le monde paysan est aussi touché par les taxes imposées par la monarchie, ce qui crée des insurrections. Néanmoins, le XVIIIe siècle est une période d'amélioration générale de la condition paysanne. Le territoire français est peu soumis à des invasions, les grandes épidémies disparaissent après le dernier épisode de la peste en 1720 en Provence. Les progrès en agronomie stimulés par les physiocrates permettent une meilleure utilisation des sols et l'amélioration de l'outillage agricole. La production et la population augmentent. Si la condition paysanne s'améliore progressivement, les critiques contre les privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé se font plus éloquentes, et les revendications égalitaires de plus en plus nombreuses. Le monde urbain est en pleine croissance tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. La population des villes augmente par les migrations des campagnes vers les villes, qui sont des lieux très dynamiques économiquement. Les villes accueillent une population très hétérogène. Les grands nobles possèdent des hôtels particuliers. Les activités commerciales et bancaires se concentrent en ville, de même que les premières activités industrielles. Mais les villes accueillent aussi en leur sein beaucoup d'artisans modestes, de travailleurs pauvres, de mendiants ou de marginaux. Paris compte ainsi près de 10 000 mendiants qui vivent de l'aumône ou sont pris en charge par l'hôpital général. Le contraste social des villes françaises est donc saisissant. Le dynamisme économique des villes s'appuie sur la montée en puissance de nouvelles activités, du grand commerce et du système bancaire. Une ébauche d'industrie se développe en France. Des manufactures sont créées dans le textile ou la métallurgie et donnent naissance à des dynasties d'entrepreneurs. Le commerce international se développe à grande échelle avec l'empire colonial, faisant l'enrichissement de Bordeaux et Nantes. Le développement économique des villes profite à de nombreuses élites. La noblesse d'une part, qui a des capitaux à investir dans le commerce international ou la grande industrie, mais aussi la bourgeoisie urbaine qui voit son statut social s'élever. Cette ascension sociale de la bourgeoisie se heurte aux privilèges de la noblesse. C'est pourquoi les membres du tiers-état les plus riches cherchent à obtenir des lettres d'anoblissement pour bénéficier des privilèges. Les impôts et les taxes créés pour financer le budget de la monarchie sont source de tensions entre les ordres. L'impôt du XXe, créé en 1749, est à l'origine appliqué aux trois ordres. Mais le clergé parvient en 1750 à obtenir une exemption et beaucoup de nobles refusent de le payer. Cela mécontente grandement le tiers-état qui assume seul le poids de l'impôt. Les clergés et les ordres religieux sont aussi au cœur des tensions. Les jésuites, un ordre très riche accusé d'être trop puissant car ils contrôlent l'éducation en France, sont expulsés à la suite d'un scandale financier. La noblesse réagit en empêchant le tiers-état d'accéder aux fonctions les plus élevées de la société. Les officiers de l'armée doivent être nobles. Les Lumières regroupent de nombreux intellectuels, dans la philosophie, la littérature, les sciences, l'économie et le droit. Ils participent à ce grand dynamisme de la société française, mais soulèvent aussi des questions sociales importantes. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot mettent en avant l'arbitraire royal et soulignent la nécessité de soutenir la liberté individuelle et de remettre en question les privilèges. Toutes ces questions sont débattues dans les salons, les cafés ou représentées dans les théâtres. Ces idées sont aussi véhiculées grâce au développement de la presse, de la chanson et de la caricature, véritables vecteurs de transmission de la critique sociale et de l'émergence d'une opinion publique. Une critique récurrente est celle des privilèges économiques et sociaux du clergé et de la noblesse. Des réformes sont envisagées par Louis XVI pour répondre à la nécessité de soumettre le clergé et la noblesse à l'impôt. Mais les nobles restent un groupe social puissant qui refuse en bloc ces réformes. La bourgeoisie proteste contre ces privilèges qui ne semblent plus avoir aucun fondement. Le pouvoir royal est aussi critiqué à cause de scandales financiers qui entachent l'image de la cour, mais aussi à cause de la violence du pouvoir royal.